Walker, lui, il a vraiment cette capacité à terminer un combat sur un seul coup. Dans les premières minutes du combat, Chimaev va mettre une grosse pression sur Ousmane. Javier Mendez, c'est un coach qui a vraiment su se remettre en question au fur et à mesure des années. Un round de 5 minutes, des infos percutantes, alors rentre le menton, lève les bras, protège-toi du début à la fin et... On est le mercredi 18 octobre 2023 et c'est le moment MMA. Et salut à tous, rappelez-vous le mois de novembre 2018, c'est les grands débuts de Johnny Walker à l'UFC. Et là on va en prendre plein les yeux, en 5 mois il va combattre 3 fois, 3 KO au premier round. Même John Jones dira que c'est un prétendant légitime à la ceinture. Alors il avait encore quelques combats devant lui, mais John Jones avait un œil sur lui, on savait qu'il allait monter très fort. Il avait l'air invincible, quand il frappait les mecs en face s'écroulaient, lui il prenait quasiment pas de coups. Il ne laissait pas le temps à ses adversaires de leur mettre des coups, il est terminé au premier round de manière spectaculaire. Et à peine un an après son arrivée en novembre 2019, il va prendre un mur. Corey Anderson va le mettre KO. Et là, ça va être le début d'une longue descente aux enfers. Sur les 4 combats qui vont suivre, il va prendre 3 défaites. Il y aura une décision, il y aura un très méchant KO et il y aura de nouveau une autre décision contre Thiago Santos. Alors moi, honnêtement, je vais vous dire, quand il prend le dernier KO par Hill, le dernier de ces 4 combats, je me dis c'est terminé. Je me dis il a plus de menton, c'est pas possible, dès qu'il se fait toucher, il s'écroule. En plus, on avait vu contre Krylov que son sol pouvait être un peu limité, son cardio aussi. Je rappelle qu'à la fin du premier round contre Krylov, il a passé un bon moment au sol sur le dos, il est épuisé, il a l'air lessivé. Et pourtant, Johnny Walker va me faire mentir, puisqu'à partir du moment où il perd contre Hill, on est en février 2022 très précisément, il va combattre 3 fois jusqu'à aujourd'hui, il va faire 3 victoires, un KO, une soumission, une décision. Alors la question, Johnny Walker est-il de retour? Le grand Johnny Walker de ses débuts est-il de nouveau dans la cage? Eh bien écoutez, on aura une réponse samedi soir puisqu'il affronte Magomed Ankalaev. Ankalaev, clairement c'est un monstre, une seule défaite en carrière. Cette défaite c'était son premier combat UFC, un combat qu'il dominait et il se fait soumettre à 1 seconde de la fin par Paul Craig, c'était vraiment un truc de dingue. Ensuite, il a enchaîné les bonnes performances, honnêtement. C'est un très bon boxeur, un très bon kickboxer, il est très propre, il est beaucoup plus scolaire que ce que peut faire Walker. Walker, c'est très imprévisible, ça part dans tous les sens. Non, Ankalaev, c'est beaucoup plus posé, mais c'est très puissant. Il a une lutte qu'il n'utilise pas assez, je pense. Ankalaev, quand il vous colle au sol, vous ne vous relevez pas, il faut attendre la fin du round pour se relever. Quand il vous colle à la cage, vous ne vous relevez pas, c'est pareil. C'est à la fin du round seulement que vous arrivez à vous en défaire. Ça va être un combat très dur pour Johnny Walker. Le dernier combat d'Ankalaev, alors vous me direz, il a fait un égalité contre Blachowicz, c'est vrai. Dans les premiers rounds, il a pris beaucoup de low kicks, sa jambe semblait complètement compromise, mais dans les derniers rounds, il est revenu avec sa lutte. Vous voyez, sa lutte, j'en parlais justement, et Blachowicz n'a rien pu faire. Blachowicz était collé contre la cage, Blachowicz était au sol, il était complètement noyé. Alors voilà, maintenant il avait fait le taf dans les premiers rounds, donc il est venu arracher une égalité, Blachowicz, mais c'était très compliqué. Alors un petit mot du combat de samedi soir, moi très honnêtement j'ai du mal à voir Walker s'imposer, même si Walker il a tellement la foudre dans les poings qu'il peut éteindre le combat à n'importe quel moment. Ce qui est sûr, c'est que Magomed Ankalaev, lui, il peut à la fois gagner le combat debout, il peut aussi gagner le combat au sol, il peut aussi faire un combat chiant en collant Walker à la cage, en le mettant au sol, et ainsi de suite. C'est possible. Et il semblerait que le vainqueur de ce combat ait une chance d'accéder à la ceinture, parce que je rappelle qu'il va y avoir un combat au mois de novembre pour la ceinture. Le champion actuel, c'était Jamal Hill, il est blessé, il a laissé sa ceinture vacante, on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Donc s'il revient, je sais pas, moi peut-être fin 2024, j'en sais rien, il y aura sûrement un autre combat pour la ceinture, et il semblerait que le vainqueur de Hill Ankalaev soit très bien placé pour l'avoir. Alors écoutez, après avoir connu les enfers, voir Johnny Walker avoir sa chance pour le titre, ce serait très beau. Maintenant, j'avoue que j'ai un peu de mal. Je pense que si Ankalaev le touche, il risque de s'écrouler. Je pense que si Ankalaev le lutte, il risque de ne pas avoir les armes pour répondre et il risque de ne pas avoir le cardio non plus. Ça me fait un peu peur de ce côté-là, très honnêtement. On en reparlera, mais moi, pour notre petit défi des paris qu'on se lance tous les vendredis, je pense mettre ma petite pièce sur Ankalaev. Je pense que c'est un pari assez sûr. Maintenant, forcément, quand tu as la force de frappe de Johnny Walker, j'ai envie de te dire, tout peut arriver. Il a peut-être vu qu'Ankalaev avait eu du mal à bloquer les low kicks contre Blachowicz, il va peut-être jouer là-dessus, il est très puissant en jambes, Walker. Et puis voilà, écoutez, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, ça va être un combat très intéressant à suivre. Et pour une fois, d'habitude, je commence par le haut de la carte pour redescendre. Et bien écoutez, là, je vais y aller en montant et je vais enchaîner avec le combat entre Ousmane et Chimaev. Gilbert Burns a donné son avis sur ce combat et je vais vous expliquer ce qu'il a dit, c'est très intéressant. Alors premièrement, Gilbert Burns, il m'a appris quelque chose, Kamaru Usman aura plus d'allonge que Chimaev dans ce combat. Alors je pensais vraiment pas, et pourtant Chimaev, s'il avait affronté Costa, c'est lui qui aurait eu l'avantage de l'allonge.
Et bah là, sa chance, c'est Ousmane qui a l'avantage de la longe. Et il explique aussi que ça va être un très très beau combat entre la lutte américaine et la lutte dagestanaise. Il dit ouais, c'est vrai, quand deux grappleurs ou deux lutteurs s'affrontent, souvent ça reste debout. Mais il dit là, je peux vous dire que ça va aller au sol. Je connais les deux, j'ai combattu les deux, j'ai perdu contre les deux. Il s'entraîne avec Ousmane, hein, Burns, je le rappelle. Donc voilà, il dit ça va être un combat très intéressant. Il dit Chimaev, c'est quelqu'un de très fort physiquement. Quand il te met la main dessus, il frappe très fort. Il est très fort dans le clinch. Mais il dit Ousmane, c'est un vétéran. Il va falloir qu'il fasse jouer son expérience, qu'il n'aille pas à la bagarre, qu'il fasse traîner un peu le combat. Chimaev va lui mettre une grosse pression dès le début. Il va falloir être intelligent. Il explique aussi que Ousmane, c'est quelqu'un qui a une très bonne hygiène de vie, qui s'entraîne beaucoup, même quand il est hors camp. Il dit j'ai pas de problème de ce côté-là. Il est habitué à faire des combats en 5 rounds. Là, il y a 3 rounds. Je pense qu'il a les 3 rounds dans la caisse. Donc écoutez, ça va être intéressant de suivre ça. Gilbert Burns, il sait de quoi il parle. Quand tu as combattu les deux, tu sais ce que c'est. Il dit aussi qu'il y a autre chose qui peut peser dans la balance. Il dit que voilà, Chimaev, il est à Abu Dhabi depuis un bon moment maintenant. Il est totalement acclimaté. Il dit Ousmane, c'est différent. Va falloir qu'il aille à Abu Dhabi, qu'il s'acclimate. Il y aura le changement horaire aussi. Ça peut jouer un petit peu. C'est des petits détails qui peuvent faire la différence. Il dit Ousmane, d'habitude, il va faire son camp avec Trevor Whitman. Là, il n'a pas eu le temps d'y aller. Forcément, il est resté là où il vit, en Floride. Alors il explique que son coin, ce sera le coin habituel, donc il sera habitué, il sera avec des personnes en qui il a confiance, avec qui il a l'habitude de travailler. Mais en tout cas, combat très très intéressant, vraiment, je ne sais pas de quel côté ça va pencher, mais ça va être super à suivre, hein, ce samedi soir, je répète. Et du coup, on peut passer au main event avec Alexander Volkanovski qui a annoncé qu'il pesait 81 kg quand il a reçu le call de l'UFC. Donc je rappelle que le combat aura lieu en moins de 70, ça fait 11 kg à cutter, ça paraît énorme, c'est vrai que c'est beaucoup, mais je sais qu'il y a beaucoup de combattants qui le font. Très honnêtement, j'ai souvent entendu des combattants qui perdent énormément de poids. Donc écoutez, c'est pas forcément tip top, hein, mais en tout cas c'est faisable. Donc je suis pas sûr que ce soit ce genre de choses qui altèrent sa performance de samedi soir. J'espère ne pas me tromper, j'espère qu'il va réussir à peser, mais je pense pas que ce soit un très très gros facteur en tout cas. Il s'est aussi exprimé sur le choix qu'il a fait de prendre Chimaev en short notice. Il a dit voilà, faut savoir que moi déjà j'aime faire des grandes choses, j'aime les gens qui essayent, j'aime les gens qui se lancent, donc je l'ai fait. Mais il dit aussi le combat Islam Makhachev, je l'ai souvent entendu dire qu'il voulait monter en poids welter. Je me suis dit imagine si là il gagne et qu'il monte en poids welter après, j'aurai jamais ma revanche. Il dit moi je veux ma revanche, donc là ça a été l'occasion parfaite. Il explique aussi que si bat Chimaev, ça ne l'empêchera pas de défendre sa ceinture au mois de janvier. Pourquoi pas faire une trilogie avec excusez-moi, depuis tout à l'heure je dis Chimaev, je veux dire Makhachev bien sûr. Il dit que si bat Makhachev, il pourrait faire la trilogie à l'UFC 300 au mois d'avril. Donc là ça ferait vraiment 3 combats très rapprochés. Mais écoutez, c'est lui qui les demande. Il dit que la trilogie elle intéresserait beaucoup de monde. Il dit en plus moi je suis plutôt fort en trilogie. Hein, il fait allusion à ces 3 combats contre Max Holloway. Il a remporté les 3, je le rappelle. Et il dit aussi quelque chose d'intéressant, il dit oui moi voilà, je serai un champion dans 2 catégories, mais je serai un champion dans 2 catégories actifs, vous n'aurez jamais vu ça. Alors c'est vrai que chez les hommes on ne l'a jamais vu, que ce soit DC ou que ce soit Conor McGregor, mais chez les femmes, Amanda Nunes, si je dis pas de bêtises, elle a défendu dans les 2 catégories, elle a été très active, mais chez les hommes c'est vrai que de mémoire c'est du jamais vu, donc écoutez, on verra s'il tient parole. Et déjà, il faut qu'il gagne la ceinture, c'est pas fait. Et il dit aussi que chez les poids légers, il a Justin Gaethje en ligne de mire. Il dit ouais, Justin Gaethje, il est légitime, ça ferait un très beau combat, donc j'aimerais qu'on s'affronte lui et moi. Ensuite, je vous en parlais hier, hein, je parlais de Bilal Mohamed, et comme on parlait de poids avec Volkanovski, la transition est toute trouvée. Bilal Mohamed, qui a déjà fait des combats en short notice, il dit voilà, moi quand on me propose un combat en short notice, première chose que je fais, je vérifie mon poids. Je vois si c'est faisable, si je peux cutter dans le délai. Et si le poids ça passe, deuxième chose, je vais tester mon cardio. Je vais à la salle et je fais des rounds de sparring. Je fais du sparring light, mais je fais du sparring qui me permet de me pousser suffisamment pour voir si je serais capable de faire un vrai combat. Il dit si t'as ces 2 choses-là qui sont réglées, tu peux prendre un short notice. Il dit je suis convaincu que Volkanovski l'a fait. Écoutez, je sais pas si Volkanovski l'a fait. Quand tu écoutes l'UFC, il a dit oui aussitôt sans savoir, mais s'il était déjà plus ou moins en train de s'entraîner, il avait forcément une petite idée. Mais Bilal Mohamed est très intéressant à écouter parler sur ce coup-là. Par contre, sur sa sortie d'après, je trouve que je suis pas trop fan. Hein. Il parle de Charles Oliveira et il dit ouais, Charles Oliveira, il a jamais eu envie d'aller à Abu Dhabi combattre. Je vois pas pourquoi il a abandonné pour une coupure à l'œil. Il aurait très bien pu combattre. Anthony Pettis, avant de combattre Dustin Poirier, il s'était fait une coupure. Je peux vous dire qui y a été. Il s'est fait recoudre. Il avait envie d'y aller, donc il y a été. Quand tu fais un camp d'entraînement, t'abandonnes pas pour une coupure à l'œil. Alors écoutez, si ça avait été un journaliste ou un lambda qui disait ça, j'aurais dit non mais attends, t'es qui pour dire ça? Mais là, bon, c'est un combattant UFC, il sait peut-être de quoi il parle, peut-être qu'il n'est pas forcément super pote avec Oliveira non plus, on sait qu'il est plutôt proche de la team Makhachev. Mais en tout cas, voilà, après la blessure d'Oliveira, on sait pas, nous on a vu ça, ça se trouve c'est très profond, ça se trouve les médecins lui ont dit il y a un risque pour ton œil, je sais pas du tout, je sais pas vraiment la gravité de la blessure. Après Oliveira, lui, il a dit ouais, je peux pas aller dans ce combat à 80%, et en gros Mohamed, il lui dit un peu, bah, quand tu veux un combat, tu y vas, tu laisses pas passer ta chance.
écoutez, ça n'engage que lui, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. Et ensuite, je vais passer au coach de Makhachev, Javier Mendez, qui s'est aussi exprimé hier lors d'une interview. Alors, Javier Mendez, j'aime beaucoup, c'est le coach de l'American Kickboxing Academy. Je rappelle que l'American Kickboxing Academy, pendant un moment, ils avaient Ken Velasquez qui était champion, ils avaient DC, ils avaient Luke Rockhold, ils avaient Khabib. Franchement, c'est du très beau monde. Par contre, le petit problème dans cette salle-là, c'est que ça se paraît un peu fort. Je me rappelle, Dana White avait assisté à un sparring là-bas. Il avait dit, ouais, on se croirait à l'âge de pierre. Et c'est vrai que les mecs étaient souvent blessés. Khabib, il est connu pour ses blessures. Ken Velasquez, c'était pareil. Et voilà, je me rappelle qu'un jour, Javier Mendez avait dit, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait trop de blessés à la salle, donc maintenant, j'écoute un peu mes élèves. Avant, quand j'avais prévu de faire du sparring dur, on faisait du sparring dur. Maintenant, j'écoute un peu les gars. S'ils me disent qu'ils ont des blessures qui traînent, s'ils me disent qu'ils ont mal dormi, s'ils me disent qu'ils sont pas en forme, j'essaye d'adapter un peu plus mon entraînement. Je trouve que c'est très fort de la part d'un coach. Quand t'es coach dans une salle comme ça, t'as pas forcément envie de revoir tes méthodes, et lui il a été assez humble pour le faire. C'est quand même assez intéressant pour être souligné. Et puis forcément il a parlé du combat qui arrive ce samedi contre Volkanovski. Il dit, ouais, vous savez, tout le monde dit que Volkanovski c'est héroïque, ce qu'il fait, il prend le combat en short notice, tout ça. Il dit, ouais, c'est vrai. Mais Volkanovski, s'il gagne, c'est un truc de fou, tout le monde va dire qu'il est exceptionnel. S'il perd, on va dire que c'est normal. Et puis s'il perd, il ira défendre sa ceinture poids plume, il a pas tout perdu. Il dit, si Makhachev il perd, Makhachev, on va dire, mais attends, il perd alors qu'il a eu un camp d'entraînement complet. Et puis par contre, s'il gagne, on va dire, bah encore heureux qu'il gagne, c'est un mec qui est censé être plus léger que lui, c'est un mec qui l'a déjà battu. Et en plus, il a eu un camp d'entraînement complet, donc je vois pas pourquoi il aurait perdu. Et il a pas tort. Après, c'est aussi une façon un peu de renverser la pression, peut-être d'enlever un peu de pression des épaules de son poulain, parce que la pression est haute, là, forcément, sur les épaules de Makhachev. Donc voilà, je pense qu'il essaye un peu de rééquilibrer les choses, de lui montrer son soutien. Puis voilà, la team Makhachev, la team Khabib, ils sont très soudés, ils vont tous dans le même sens. Voilà, je pense que c'est un peu la mentalité avec laquelle ils abordent ce combat. C'est très fort de leur part. Ensuite, on quitte l'UFC 294, on part en direction de New York, l'UFC 295, Jerry Prochazka contre, bien sûr, Alex Pereira. Et Prochazka, hier, il a parlé, il a dit, écoutez, Pereira, on peut pas dire que c'est un bon combattant de MMA, par contre, c'est un très bon striker, et il le sait, et il le fait. Il dit, ça va être intéressant de me tester contre lui dans ce domaine. Moi, je suis pas un bon lutteur, mais je pense que je suis un meilleur lutteur que lui. Alors écoutez, si les deux restent debout, ça va être spectaculaire parce que Prochazka, ça y va, ça tape très fort. Je parlais de Johnny Walker qui frappait fort et qui avait des angles de frappe un peu cosmiques. Des fois, on ne sait pas d'où ça sort. Bah, Prochazka, c'est pareil. Par contre, Prochazka, tout comme Johnny Walker, il a un jeu qui est très ouvert, il prend beaucoup de coups. Pereira, il suffit d'un crochet du point avant pour vous coucher. Donc ça va être très dangereux. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce combat. J'ai hâte de voir comment Prochazka va réussir à mettre Pereira en difficulté s'il y arrive debout. Parce que Pereira, il est assez posé, il panique pas trop. Et puis si ça va au sol, c'est vrai que je donnerais un avantage à Prochazka, même si c'est pas l'élite, il a quand même réussi à soumettre Glover Teixeira dans son dernier combat. Alors vous me direz, c'était pas une belle soumission avec une belle transition, etc. Non, c'est clair, c'était les deux qui en pouvaient plus, qui étaient en sang, et à un moment Glover Teixeira, il en pouvait tellement plus que l'autre il a réussi à l'étrangler. Mais il a étranglé quand même Glover Teixeira, qui est pas n'importe qui. Donc au sol, il y a un petit quelque chose. Est-ce qu'il aura la lucidité d'amener le combat au sol? Je sais pas, surtout si le combat dure. Maintenant, écoutez, ça va être un combat super intéressant à suivre, et moi j'ai vraiment hâte. Et écoutez, aujourd'hui, on va avoir une minute box, et j'ai envie de dire une seconde box, mais écoutez, j'envoie le jingle et on y passe. Et la minute box, encore une fois, elle concerne un combattant mi-MMA, mi-box en la personne de Conor McGregor. Conor McGregor et Canelo qui ont eu un petit échange de politesse cette nuit. Tout commence avec une vidéo qui tourne sur Twitter de Mayweather lorsqu'il a fait son combat contre Canelo. Mayweather, il fait de magnifiques esquives et des remises. Et c'était écrit quelque chose du style, ouais, quelle classe de Mayweather. Enfin voilà, c'est une vidéo en l'honneur de Mayweather. Et Conor McGregor, il dit, ouais, c'est une des plus belles performances que j'ai vues de ma vie en boxe. Moi, j'ai touché plus de fois à Mayweather lors de notre combat que Canelo n'avait réussi à le faire. Et Canelo, forcément, il le prend un peu pour lui. Et il lui dit, ouais, moi, j'ai besoin d'un seul bras pour te battre. Donc, t'auras pas besoin j'ai pas besoin d'envoyer beaucoup de coups. Donc bon, bah, vous avez compris, c'est vrai que je pense que s'il y avait un combat Canelo-McGregor, pour le coup, Canelo aurait un vrai avantage. À un bras, j'irais peut-être pas jusque-là, mais écoutez, pourquoi pas. Et forcément, McGregor lui a répondu en l'insultant. Bon voilà, honnêtement, ça volait pas haut. Ça a été du style, moi je te casse j'ai même pas besoin de mes mains, j'ai besoin que de mes jambes, je te casse les ligaments du genou, enfin bref. Du grand McGregor, c'est quand tu piques quelqu'un, faut forcément t'attendre à une réponse, et puis après ça fait un peu le mec qui a pas de répartie, qui a seulement envie d'insulter. Bon écoutez, c'est parfois McGregor, autant j'aime quand il a ce qu'il avait fait par exemple contre Jeremy Stephens, vous voyez, du beau verbe, du beau clash, c'est cool. Quand c'est juste pour insulter, je trouve ça un peu dommage.
Et ensuite, on va passer à une autre rubrique là, avant de passer à la minute auditeur. Je voulais vous faire quelques petites annonces très rapides. Il faut savoir que Joe Rogan ne commentera pas l'UFC 294 de ce week-end. C'est Paul Felder qui le remplace. Ensuite, il y a aussi eu des combattants qui se sont fait cutter de l'UFC, notamment John McDessie, qui a eu une belle petite carrière quand même, et puis André Fiallo. Voilà, il y en a eu d'autres, hein, mais c'est les deux principaux que je retiens. Et puis aussi Walter Harris, vous savez, ce combattant poids lourd à l'UFC qui n'a pas combattu depuis un bon moment, il avait été testé positif à un test antidopage au mois de juillet. Il prend 1 an de suspension, il s'est exprimé, il a dit écoutez, moi je crois que ça vient d'un supplément que j'ai acheté, je leur ai fait confiance toute ma carrière, mais vous savez, l'USADA ne les a jamais approuvés, alors c'est ma faute, je suis pas un tricheur, mais je suis un idiot. Bon, bah voilà, on parle souvent dopage, là vous voyez, ce serait des compléments alimentaires qui auraient été contaminés, comme on dit, c'est possible. Moi j'avais entendu dire que quand tu étais combattant UFC, tu avais accès à une base de données USADA, tu rentrais le nom de ton produit, de ton complément alimentaire, et tu savais s'il était approuvé par l'USADA, ou bien si c'était un produit dopant. Alors peut-être que Walter Harris, il n'a pas fait le taf, je sais pas, je connais pas tous les détails, mais en tout cas, 1 an de suspension, je crois que ça fait déjà 2 ans qu'il n'a pas combattu, Walter Harris. C'est pas facile pour lui dernièrement. Écoutez, on va pouvoir passer à la minute auditeur. Et je commence cette minute auditeur avec la petite phrase qui me dit Magomedov, il a vraiment une tête qui est vendable. Il me dit, je pense qu'en 2-3 combats, il peut vraiment être poussé par l'UFC. Et ouais, c'est ce que je disais hier, quand tu as un physique comme Magomedov, si en plus derrière tu as des super performances et que tu parles bien, l'UFC va pousser derrière pour te faire monter très très vite. Un peu comme Walker. Walker, 3 combats, il parlait bien, il avait un style impressionnant. Au bout de 3 combats, on le voyait déjà affronter John Jones. Écoutez, on connaît la suite, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais Walker n'est pas mort, j'ai envie de dire. Ensuite, Andy qui me dit ouais, t'as parlé de dopage, on parle souvent de dopage en ce moment, surtout depuis l'histoire de McGregor qui a réintégré le pool USADA, l'USADA qui s'en va, etc. Il me dit ouais, tu sais, le grand public quand on parle de dopage, il pense souvent à la seringue, mais le dopage ça peut être plus que ça peut être aussi par exemple des compléments alimentaires, etc. Ouais, c'est vrai que même moi quand je parle de dopage, en vrai je pense stéroïdes, je pense les mecs qui se piquent, je pense à tout ça, je pense à la TRT, mais en réalité t'as des produits dopants. Moi je sais que dans le sport amateur, par exemple dans la boxe pied-point amateur, je crois il y a des contrôles antidopage, faut le savoir. Si tu prends, je crois, c'est 2 paracétamol ou 2 doliprane, t'es positif. Si tu prends, t'as certaines crèmes anti-inflammatoires qui peuvent te faire contrôler positif. Et à l'UFC, c'est pareil, hein, il y a certains médicaments. En fait, plus la liste des produits interdits sera grande, plus le combattant sait où il pourra aller et où il ne pourra pas aller. Donc moi, je pense que la ligne du dopage, elle doit être très claire. Quand tu signes dans une organisation, tu dois savoir qu'est-ce que tu peux prendre et qu'est-ce que tu peux pas prendre. Je pense que c'est très important. Et voilà, on sait que par exemple, vous vous souvenez de Hardy, l'ancien joueur de football américain, quand il arrive à l'UFC, à un moment, entre 2 rounds, il prend de la ventoline. Et il demande en plus au commissaire, il dit je peux prendre de la ventoline, et il la prend. Et je me souviens de Dominique Cruz qui dit attendez, moi aussi quand j'étais combattant, j'aurais aimé avoir un peu d'air entre 2 rounds. Bah, c'est vrai, est-ce que la ventoline en soi est interdite? Je sais pas si t'as un mec qui est asthmatique, je crois que Taylor Lapillus est asthmatique. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semblait avoir entendu Eric Cara en parler une fois, dire oui, Taylor Lapillus est asthmatique, donc je pense que t'as une ordonnance, mais de là à la prendre entre 2 rounds, forcément c'est un petit peu gros, vous voyez. Plus la limite sera claire et mieux ce sera. Puis après, il m'a fait sourire, Andy, il me dit ouais, tu nous as dit que Michel Pereira, il voulait affronter Adesanya, tout ça parce qu'il veut que sur l'affiche, ce soit écrit Pereira contre Adesanya et que tout le monde pense que ce soit Alex Pereira pour la trilogie, et du coup, ça se vendrait bien. Hier, quand j'ai parlé de Michel Pereira, je pensais pas du tout à ça, mais c'est vrai, tu m'as fait penser que ce serait marrant. Adesanya, ça deviendrait un peu le chasseur de Pereira, quoi. Et puis, il y a l'Algérino qui me met un message en parlant de Magomedov, il me dit ouais, je l'ai vu en Algérie, il est impressionnant. Je dis franchement, voir un mec comme ça, déjà je pense que tu le repères de loin, parce qu'il a l'air d'avoir un style, au-delà de sa tête, de sa coupe de cheveux, un style assez flashy de ce que j'ai pu voir. Et puis ouais, c'est un mec qui combat en moins de 84, donc je pense à l'année, il doit tourner autour de 95, peut-être même pas loin des 100, donc je pense que ça doit être une belle masse. Hein. Et écoutez, avant de vous quitter, je voulais rectifier. La semaine dernière, j'ai dit une bêtise. Je parlais de l'UFC 294 et du match, entre guillemets, Russie-Brésil. Et je disais qu'il restait plus que 2 combats sur la carte qui opposaient des Brésiliens et des Russes. C'était une petite erreur de ma part. En réalité, il y a aussi le combat d'Alice Kerov contre Alves. Donc ça fait 3 combats Russe-Brésil. Donc écoutez, il y a un petit match quand même, hein, un petit match en 3 manches. On va voir ce que ça va donner. D'ici là, portez-vous bien. Demain, l'arrivée du nouveau micro, ça y est, je vous en avais parlé, j'espère que ça va apporter une belle plus-value au podcast. Alors les premières fois, il va falloir que je réussisse à le régler bien comme il faut, mais je suis plutôt confiant. Et écoutez, passez une bonne soirée, on se retrouve demain, salut!